les critères qui ont prévalu, je vous le dis, vous n'avez pas demandé, pour la sélection des intervenants, c'est la franchise. Monsieur le sénateur Dallier, on vous identifie comme un parlementaire qui n'a pas sa langue dans sa poche. C'est une caractéristique qui colle bien aussi à Christophe Caresche. Et puis, vous connaissez très bien les problématiques du logement. Vous êtes un maire d'Île-de-France. Et j'ajouterai, ça fait le lien direct avec le propos immédiat de Jean-François Buet, que vous êtes un spécialiste des finances publiques et vous avez une attention toute particulière à ce que l'État ne dépense pas ce qu'il n'a pas ou ne dépense pas quand il n'a pas à dépenser. Vous êtes sensible aussi, lorsqu'il n'y a pas carence de l'initiative privée, à ce que l'État sache s'appuyer sur des opérateurs privés. Voilà, c'est tout le sujet de ce débat. Répondez aussi, je demanderai la même chose à votre collègue de l'Assemblée, aux attaques aimables des représentants de la société civile. Un texte qui ne donne satisfaction à personne, avec des degrés. Pourtant, un texte voté, en effet, par les deux assemblées, un article 8 voté. Mais dans votre assemblée, un travail qui s'est enclenché avec le président Raoul, donc des réserves tout de même. Hein. Donc comment voyez-vous ce texte, bien que voté? Est-ce que vous êtes critique? Est-ce que vous êtes favorable à un système qui sera tout public? C'est tout de même le fond de cette table ronde, en miroir aux propos liminaires de la ministre. Quid du financement? Quid de la sollicitation des finances publiques ou des bailleurs ou des locataires? Voilà, votre avis sur ces sujets, monsieur le sénateur. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité parce que je dois vous dire qu'après avoir passé quasiment 5 jours et 4 nuits au Sénat sur ce texte, jamais dans mes rêves les plus fous, je n'aurais imaginé entendre Daniel Raoul, assis à ma place précédemment, nous dire qu'il se sentait maintenant comme le médecin légiste en train d'autopsier le cadavre, ou plutôt le squelette, puisque c'est ainsi qu'il a qualifié le texte qui est sorti du Sénat. Enfin, ceci étant dit, il faut quand même redire des choses. Si ce texte existe aujourd'hui, c'est parce qu'il a été voté à l'Assemblée nationale et voté au Sénat par une majorité. Il faut le dire. Alors certes, il y a des exceptions. Christophe Caresche, qui est membre de la majorité, n'a pas voté. Mais comme disait Audiard, il y a aussi des poissons volants, mais c'est pas la majorité du genre. Ce texte, il répond à une philosophie politique. C'est une commande politique. C'est une des promesses de François Hollande au moment de l'élection présidentielle et mis en œuvre par Cécile Duflot, qui effectivement porte un certain nombre d'idées en matière de logement. On aurait pu parler effectivement de l'encadrement des loyers, on aurait pu parler de la défiscalisation, on aurait pu parler d'un tas de choses, mais on voit bien que tout ça, ça s'inscrit dans une philosophie politique. Donc c'est quand même la première chose à souligner. Alors après, pour revenir à votre question, un partenariat public-privé est-il possible? Moi, j'aimerais savoir ce qu'on met derrière le vocable. Parce que pour moi, le partenariat public-privé, qu'est-ce que c'est? C'est le viaduc de Millau, l'État n'a pas l'argent pour le financer, il demande à une grande entreprise de le faire, il y a un péage et on fait payer l'usager. Ça, c'est un PPP, et un bon PPP à mon sens. Il y a d'autres PPP qui sont moins sympathiques. Exemple, en Seine-Saint-Denis, on a besoin de construire 21 collèges, le Conseil général a plus d'argent, il va chercher les entreprises, il leur dit construisez-moi et financez la construction des collèges, et puis après le Conseil général qui n'a déjà plus d'argent vous versera chaque année un loyer. Voilà, les collèges vont être livrés, on se demande comment on va payer les loyers. Ça commence à être plus discutable, et c'est ce qui me fait parfois appeler le PPP la carte Cofinoga des collectivités locales pauvres. C'est-à-dire que quand on n'a plus d'argent, on demande à quelqu'un d'investir, et après on se pose la question de savoir comment, effectivement, est-ce qu'on va rembourser les sommes qu'on a empruntées. Là, de quoi est-ce qu'il s'agit? Est-ce qu'on peut parler de PPP dans ce sens-là? Bien évidemment que non. D'autant plus qu'à cette garantie universelle des loyers, qui n'a d'universel que le nom, d'ailleurs, ça, je l'ai dit à Cécile Duflot en séance, je lui ai dit qu'il faudrait faire aussi attention à ce que l'on dit, à ce que les politiques disent. Parce qu'en disant garantie universelle des loyers, moi je trouve qu'on se paye de mots, et quand on se paye de mots, les Français finissent par penser qu'on se paye leur tête, parce que c'est vrai que quand on regarde le contenu, c'est pas une garantie universelle des loyers, ça a été suffisamment dit et répété ici. Alors, un partenariat public-privé, mais d'abord, pourquoi faire? Parce que les objectifs de la loi sont assez divers, effectivement. Si on prend l'objectif qui consiste à prévenir les expulsions, est-ce qu'on va aller confier au privé ce soin? Alors, il y a des pays, mais pas en France, où effectivement on peut imaginer confier à des opérateurs privés le soin de faire du social.
c'est pas tellement la tradition française. Est-ce qu'on va effectivement confier ça à un opérateur privé? À mon avis, je ne crois pas. Il y a déjà effectivement tout un tas de mécanismes qui existent, ne serait-ce qu'en commençant par les CCAS des communes, qui effectivement essayent de prendre en charge les familles, les assistantes sociales, et puis essayer de faire l'analyse d'un problème et d'éviter d'aller à la catastrophe. Donc ce volet-là, moi, le mettre dans un PPP au sens où on l'entend traditionnellement, ça ne me semble pas forcément la bonne idée. Après, comment permettre effectivement aux gens aux plus jeunes, aux salariés jeunes qui débutent, à ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un CDI, à ceux qui effectivement sont d'origine étrangère ou étrangers et qui rencontrent des difficultés qu'on ne peut pas non plus nier vis-à-vis de certains propriétaires, comment leur permettre ou leur faciliter l'accession à un logement? Là, moi, j'ai envie de dire effectivement, focalisons-nous sur un premier objectif, il faut construire. Il faut construire. On avait atteint 430 000 mises en chantier il y a 2 ans. On va finir à 300 000 cette année. Et l'année prochaine, les plus pessimistes nous annoncent qu'on sera aux alentours de 250 000. Pourquoi? Parce qu'il faut effectivement se poser ce genre de questions. Il y a certainement eu des excès avec la défiscalisation. On a essayé de les corriger au fil du temps. Cette fois-ci, on a serré les boulons, encore plus radicalement. Bon, voilà, et au bout du compte, est-ce qu'on va pas obtenir le résultat inverse de celui qu'on proclame? On fixe l'objectif à 500 000 logements par an, et puis franchement, on se dit, mais comment est-ce qu'on va pouvoir l'atteindre? Est-ce que les lois qu'on est en train de voter, l'encadrement des loyers, l'abaissement des niches fiscales, la GUL, est-ce que tout ça va pas effectivement plutôt éloigner les investisseurs privés du marché de l'immobilier? Ça, c'est quand même la bonne question à se poser. Donc moi, je préférais effectivement qu'on se focalise sur l'objectif de construction. Je vais vous donner des ordres de grandeur. Dans le budget 2014, il y a 3,3 milliards d'euros pour les contrats aidés. Alors je sors un peu du sujet, enfin c'est pour vous donner l'ordre de grandeur. Donc les contrats aidés, c'est quoi? C'est les 150 000 contrats d'avenir qu'on veut financer en 2014, plus les dispositifs qui préexistaient. 3,3 milliards d'euros. C'est énorme. Il y a une quinzaine de jours sur Twitter, je ne sais plus pourquoi, j'ai effectivement dit, mais est-ce que si on injectait ces 3,3 milliards dans le bâtiment, qu'est-ce qu'on peut espérer comme résultat? À mon avis, relancer la construction à coup sûr, ça donne du boulot à combien de personnes? Et puis au bout du compte, effectivement, produire des logements et permettre à des gens soit d'accéder à la propriété, soit de se loger. Donc ça devrait être ça, j'allais dire, l'objectif principal. Après, sur la garantie universelle telle que probablement la plupart des Français l'ont reçue. Effectivement, le nom n'est pas le bon. Moi, j'avais suggéré à Cécile Duflot, mais c'était pas une très bonne idée. Moi, je lui ai dit, appelez ça garantie de recouvrement des loyers. Bon, manque de peau, ça faisait GRL. Donc, tout de suite, elle m'a dit non. Mais ça, c'était effectivement un vrai sujet. Mais moi, je pense qu'il faut que ça reste dans le secteur assurantiel, qu'on essaye effectivement d'améliorer les dispositifs existants. J'ai été jusqu'en 2011 rapporteur de la mission Ville et Logement, et c'est vrai que chaque année, j'interrogeais les ministres successifs sur la GRL. On nous annonçait des rapports, des tables rondes, des rapports avec les assureurs, et c'est vrai, quelqu'un l'a dit dans la table ronde précédente, ce que Benoît Apparu avait fait, ou en tous les cas le rapport qui avait été rendu, est resté dans un coin. Bon, on a probablement manqué de temps, mais je pense effectivement que pour cela, il faut que ça soit dans le domaine privé, dans le domaine de l'assurance, avec effectivement des dispositifs adaptés. Alors voilà pourquoi, pour toutes ces raisons, moi, PPP, j'ai envie de dire, je ne sais pas très bien ce que vous vouliez mettre derrière ce vocable, et je n'ai pas entendu Cécile Duflot parce que je n'étais pas là lorsque vous avez projeté le petit film, mais pour ce que j'ai entendu que vous en disiez, effectivement, c'est presque un non-sens d'évoquer un partenariat public-privé à partir du moment où elle est dans une autre logique. Elle est dans une autre logique politique. Et effectivement, ça l'a conduit à considérer que l'État doit assumer la totalité de la problématique, que ça soit de la prévention des expulsions à la garantie à apporter et à favoriser l'accès au logement aux personnes qui en sont le plus éloignées aujourd'hui. Merci, Monsieur le Sénateur. Alors rappelons effectivement que Cécile Duflot, elle ne l'a pas dit dans ce propos, où cela m'a échappé, mais a parlé d'une agence publique, et d'ailleurs... le projet de loi comporte cette mention. Elle a parlé d'un recouvrement par le Trésor public. Elle y a insisté dans son intervention tout à l'heure. Donc clairement, en effet, il y a une logique. Je crois que vous avez raison de le dire.